Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe vraiment profond qui est au cœur du système éducatif algérien. C'est l'histoire de la langue et de l'identité amazigh. Une histoire où une reconnaissance officielle, sur le papier, se heurte à des silences très très tenaces dans les salles de classe. Regardons ça de plus près. C'est là que tout se joue. D'un côté, on a la loi suprême du pays, la Constitution, qui, depuis 2016, est très claire. Le tamazight est une langue nationale et officielle. C'est une avancée juridique énorme. Mais, de l'autre côté, quand on entre dans une école, la réalité est tout autre. Cette même langue est une simple matière optionnelle. C'est ce grand écart, ce fossé, qui est au centre de tout. La question qu'on est donc en droit de se poser, elle est simple. Comment c'est possible? Comment une langue, reconnue au plus haut niveau de l'État comme un pilier de l'identité du pays, peut-elle être aussi mise de côté, là où on est censé forger les citoyens de demain? Pour comprendre, il faut remonter le temps, aux fondations même de l'Algérie indépendante. Et attention, ce silence n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli. C'est vraiment le résultat de choix idéologiques, des choix délibérés qui ont été faits juste après l'indépendance, en 1962. Et ce sont ces choix qui ont dessiné, pendant des décennies, le récit national enseigné à des générations entières. Dès 1962, l'idée était de construire la nation sur un socle perçu comme unificateur. L'Algérie est arabe et musulmane, point. C'était une vision héritée du mouvement nationaliste pour ressouder le pays après 132 ans de colonisation. Le problème, c'est que cette construction s'est faite en excluant toute la profondeur historique amazigh, qui n'était pas vue comme un héritage, mais plutôt comme une potentielle menace à cette nouvelle unité. Et la manière dont les manuels scolaires ont mis ça en pratique est fascinante. Les historiens ont trouvé une image parfaite pour ça. Ils parlent d'une histoire tunnel. Imaginez un peu. Le tunnel commence au 7e siècle, avec l'arrivée de la langue arabe et de l'islam, et la sortie du tunnel, c'est 1954, le début de la guerre d'indépendance. Tout ce qu'il y a eu entre les deux, des millénaires d'histoire, de royaumes, de civilisations, eh bien, c'est laissé dans le noir, c'est effacé. Et cette omission, elle a des conséquences bien réelles. On efface des figures de résistance absolument extraordinaires. Des gens comme Takfarinas, qui a tenu tête à l'Empire romain, ou la reine Deya, qu'on appelle la Caïna, face aux premières armées omeyyades. En rayant ces personnages de l'histoire, on prive les élèves de tout un pan de leur héritage, un héritage de lutte pour leur terre et leur liberté. Bon, on a vu le silence historique. Maintenant, revenons à aujourd'hui, aux obstacles très concrets que rencontre l'enseignement du tamazight, parce que même là où il existe, on va voir que c'est un vrai parcours du combattant. Alors, est-ce que l'enseignement du tamazight est une réalité nationale? Ce graphique donne une réponse sans appel. Pas du tout. C'est massivement, écrasantement concentré dans une seule région, la Kabylie, qui pèse pour quasiment 94% des élèves. Ailleurs, même dans des régions historiquement berbérophones comme les Aurès, c'est presque anecdotique. Et là, dans ce tableau, il y a un chiffre qui est plus que troublant. Regardez bien la dernière ligne. Entre 1995 et 2014, le nombre d'élèves a explosé, c'est vrai. Mais dans le même temps, le nombre de départements, les wilayas, où la langue est enseignée a diminué. On est passé de 16 à 11. C'est une progression en trompe-l'œil qui cache en fait un vrai recul géographique. Le cœur du problème, le voilà, ce statut optionnel. Ça dévalorise complètement la matière. C'est même pire que ça. Dans certaines académies, il faut une autorisation écrite du père pour que l'enfant puisse suivre le cours. C'est une barrière administrative et symbolique qui n'existe pour aucune autre langue. Vous imaginez demander ça pour le français ou l'anglais? Impensable. Et à tous ces problèmes s'ajoute ce que certains appellent la guerre des signes. En gros, c'est un vrai casse-tête. Quel alphabet on utilise pour écrire le tamazight? Le latin, comme le faisaient les grands universitaires, l'alphabet ancestral, le tifinagh, qui est un symbole identitaire très fort, ou bien l'arabe, comme le voudraient les courants conservateurs. Ce manque de consensus crée une pagaille monstre et ça freine évidemment tout effort de standardisation. Il y a un autre silence, plus récent, mais tout aussi assourdissant. C'est celui qui concerne l'histoire des luttes modernes pour la reconnaissance de l'identité amazigh. Des luttes qui, souvent, se sont faites dans la douleur et le sang. Cette chronologie, elle est limpide. Chaque avancée institutionnelle, chaque petite ligne gagnée ici, n'a pas été un cadeau du pouvoir. Elle a été arrachée. Chaque date correspond à une crise sociale, à une mobilisation populaire massive. Ce sont des concessions qui ont été obtenues par la pression de la rue. Le printemps berbère de 1980, c'est l'exemple parfait. C'est un événement fondateur, pas seulement pour la cause amazigh, mais pour toute l'histoire de la démocratie en Algérie. Et tout ça a démarré à cause de l'interdiction d'une conférence de l'intellectuel Mouloud Mamari. Et pourtant, cet événement majeur, il n'existe tout simplement pas dans l'histoire officielle qu'on enseigne aux enfants. C'est une page blanche. Et puis il y a ce chiffre, un chiffre terrible, plus de 120. C'est le nombre de jeunes tués lors des manifestations du Printemps noir en 2001.
C'est cette tragédie, cette répression sanglante qui a forcé le pouvoir à faire la première concession majeure, inscrire le tamazight comme langue nationale dans la Constitution en 2002. En taisant ces événements, l'école occulte le prix humain qui a été payé pour cette reconnaissance. Alors, après des décennies de silence, de lutte, où en est-on aujourd'hui? Le système éducatif algérien est clairement à un tournant. Il y a des promesses, des annonces, mais comme on va le voir, les défis restent absolument immenses. L'annonce est ambitieuse, il faut le reconnaître. Le gouvernement a affiché sa volonté de rendre l'enseignement du tamazight obligatoire dans toutes les écoles primaires du pays d'ici 2025. Sur le papier, c'est potentiellement une révolution. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est réalisable? Pour que cette promesse ne reste pas lettre morte, les experts sont unanimes. Il y a 3 conditions qui ne sont pas négociables. D'abord, il faut changer la loi et en finir avec ce statut optionnel. Ensuite, il faut que la matière compte vraiment dans les examens, avec un vrai coefficient pour qu'elle soit prise au sérieux. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut un investissement massif pour former des profs et créer des manuels unifiés. Sans ça, ça restera du symbolique. Finalement, cette citation résume tout l'enjeu. Ce n'est pas seulement une question de langue, c'est une question de mémoire, d'identité. Une école qui passe sous silence une partie aussi immense de l'histoire et des luttes de son propre peuple, c'est une école qui, d'une certaine manière, perpétue une forme d'aliénation qui ne permet pas de se réconcilier avec toutes les facettes de son identité. Et on termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. Est-ce que cette échéance de 2025 va enfin être le début d'une vraie réconciliation avec l'histoire? Ou est-ce qu'on assistera à un énième geste symbolique, un chapitre de plus dans cette longue, très longue histoire des silences de l'école algérienne? L'avenir, seul nous le dira.